Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 64 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Alexia Kourou. Mais avant de vous parler d'Alexia, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 épisodes. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 7 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Et c'est au tour de Bérangère de nous apporter son témoignage suite à la séance que nous avons faite ensemble. Bonjour, je suis Bérangère la bijoutière. J'ai eu la chance de gagner 1 heure de coaching avec Catherine en commentant simplement un post sur les réseaux sociaux. J'en suis ravie. Ce ne fut pas tout à fait du coaching, car j'avais envie d'aborder des points très précis et pragmatiques. Et Catherine a gentiment accepté de m'accompagner. Fidèle à elle-même, dans l'écoute, le partage et l'échange, Catherine s'est adaptée à mes besoins. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup Bérangère pour ton témoignage. Alors si vous aussi, vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à y voir plus clair dans votre carrière, contactez-moi dès maintenant. Et donc, parlons de mon invité du jour, Alexia Kourou. Alors, j'ai déjà reçu Alexia pour parler de son parcours dans le podcast Blue Mid Voice numéro 14. Et si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à le faire car cela vous donnera un cadre plus riche à notre discussion du jour. En effet, j'ai invité Alexia aujourd'hui autour d'un de ses thèmes d'expertise, la gestion des connaissances. Mais je souhaitais étendre cela à la productivité, non seulement dans un emploi salarié, non, mais également dans la recherche d'emploi. Et je vois dans le terme productivité la sensation de contentement par rapport au travail accompli et pas seulement de rentabilité. En effet, nous allons voir la gestion des connaissances comme un domaine qui a un impact direct, certes, sur la productivité, la collaboration, mais aussi le bien-être au travail. Donc, nous allons explorer ensemble comment les outils numériques, la bonne gestion des informations et des pratiques efficaces peuvent non seulement optimiser le travail en équipe, mais aussi faciliter la vie des micro-entrepreneurs et des chercheurs d'emploi. Que vous soyez manager, freelance ou en recherche d'opportunités, cet épisode est rempli de conseils concrets. Alors préparez-vous à redécouvrir l'énergie d'Alexia ainsi que ses partages autour de la productivité. Et je vous souhaite donc une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Alexia. Bonjour Catherine, ravie de te retrouver. Ah bah oui, oui, oui. Après cette petite année, on vient de regarder en off à peu près l'enregistrement du dernier podcast qu'on avait fait ensemble, donc le numéro 14. Donc, tu reviens ici pour nous parler de gestion, de connaissances et de productivité, mais est-ce que tu peux te présenter de nouveau? Parce que depuis, tu as rajouté différentes cordes à ton arc. Donc, voilà, je te laisse la parole. Exactement, merci beaucoup et très heureuse d'être à nouveau à ton micro avec le format vidéo. Ça change un petit peu, donc c'est super. Donc oui, quelques choses ont évolué depuis 1 an. Je m'appelle Alexia Kourou, j'ai passé un peu plus de 5 ans et demi dans une start-up de l'écosystème de la tech qui s'appelle Payfit, que j'ai rejoint en 2018, nous étions 110, et que j'ai quitté en avril, donc ça va faire 1 an, 2023, on était 1250. Donc j'ai vécu pas mal de vie à l'intérieur de cette vie professionnelle, j'en ai profité après 5 ans et demi dans la structure pour créer moi-même ma structure entrepreneuriale. Je touchais déjà l'écosystème indépendant plutôt à temps partiel depuis quelques années, mais officiellement à temps plein depuis 1 an. Donc ça y est, on est lancé dans cette barque-là. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. La première et principale, c'est celle de ma société qui s'appelle Essie. Pourquoi Essie? Parce que je pars du principe que le champ des possibles est infini. J'adore accompagner les gens, la gestion de l'humain, la gestion des connaissances, la productivité en entreprise. Donc voilà, on ouvre le champ à travers notamment 3 thématiques. La première, c'est la gestion des connaissances, comme tu le disais, donc le knowledge management en anglais. Donc tout ce qui est structuration, flux d'informations dans les entreprises pour ne pas perdre trop de temps à chercher de l'info et s'assurer à ce que le contenu soit accessible, fiable et au bon endroit.
J'ai une deuxième casquette qui est la productivité, donc la productivité individuelle, productivité collective dans les entreprises, comment maîtriser son temps au niveau pro, au niveau perso, pour là aussi considérer que je me sens productif aussi. Mais finalement, qu'est-ce que la productivité? Elle a différentes définitions en fonction des moments, en fonction de soi aussi. Et une troisième casquette qui est du coup l'entrepreneuriat. Je fais partie du réseau Entreprendre Picardie dans le 02 et donc je mets en relation des nouveaux dirigeants sur le territoire avec des dirigeants déjà implantés sous forme de parrainage, mentorat. Donc ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup. J'ai toujours une marque de bijoux que j'ai créée quand je suis sortie d'école qui s'appelle Atina Paris sur le thème bijoux et voyage. J'ai toujours mon entreprise familiale dans le secteur de la coiffure. Alors, je ne sais toujours pas couper une feuille droit, mais je gère toute la partie partenariat, communication, développement. Et on fêtera nos 50 ans le 9 août cette année. Ça a été créé par mes grands-parents et ma mère y travaille depuis qu'elle a 14 ans. Donc, voilà, j'ai toujours un peu cette fibre-là et j'y suis attachée. Donc, je le garde. Et j'ai enfin une association dans le knowledge management et la productivité qui s'appelle Prono de Productivity et Knowledge Management qui rassemble aujourd'hui, ça y est, plus de 100 personnes, experts, curieux, qui sont dans le domaine de la gestion des connaissances et de la productivité en entreprise. Et donc, on a deux événements par mois qui nous permettent de nous enrichir et d'avoir un peu notre système de formation continue. Donc voilà, voilà globalement un peu tout l'écosystème entrepreneurial autour de la gestion des connaissances et notamment de la productivité. Mais oui, avec, on va dire, un écosystème aussi riche, il faut toi-même être hyper organisé et savoir vraiment où mettre ton énergie. Et donc, lui, on est là en fait pour parler productivité parce que ça me tient à cœur parce que ben, souvent en entreprise, on perd énormément de temps et on se sent pas forcément productif à la fin de la journée. Et donc, je voulais voir avec toi en fait, puisque l'une de tes cordes, c'est la gestion des connaissances et l'autre, la productivité. Donc, comment est-ce qu'on peut, on va dire, amener l'une et l'autre de façon à vraiment voir un gain au quotidien? Alors effectivement, en fait déjà la gestion des connaissances, knowledge management, existe depuis les années 90. Ça a été créé au moment du nucléaire où bah, il y avait des normes ISO normalement notamment euh, qui se sont lancés. Et donc, dans le nucléaire, c'est très procédurier. Il faut s'assurer que toutes les procédures soient à jour, fiables, au bon endroit. C'était un peu la première vague de la gestion des connaissances. Il y en a eu une deuxième qui était sur l'émergence des intranets, réseaux sociaux, plutôt dans les années 2000. Et là, on est encore sur une autre phase qui est plutôt là depuis les années 2020, un petit peu avant, avec l'émergence des startups, scale-up, les entreprises qui sont en hyper croissance, qui se développent beaucoup et pour lequel, en fait, il faut être un peu au four et au moulin. Et donc, c'est là où on a l'impression de se sentir moins productif. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est la productivité, c'est pas le fait d'exercer une tâche avec rapidité, parce que il peut y avoir des niveaux de complexité qui sont différents, il peut y avoir la nature de l'action, si c'est quelque chose qui a peu de valeur ajoutée, bon bah on le fait de manière bête et méchante, on clique à gauche, à droite, bon bah ça c'est impactant. S'il y a du brainstorming, si on doit analyser les choses, faire valider certains aspects, certaines étapes d'un projet, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas productif parce qu'il y a finalement des parties prenantes aussi qui rentrent dans dans l'écosystème et donc tout n'est pas de son fait non plus. Donc c'est important aussi de se dire que en fonction des projets et en fonction de ces zones aussi, je travaille pas mal dans les formations productivité sur la zone du chronotype. Je ne sais pas si tu connais Oui. ça. Et donc, c'est en fonction de ta zone de tranquillité, de créativité ou de productivité, il y a des moments où tu te sens plus ou moins productif, où tu as besoin aussi, au niveau individuel et personnel, pour ton bien-être, de faire des tâches plus ou moins créatives, plus ou moins moyennes, en fonction bah, justement de la période de la journée où tu es. Donc, le lien effectivement entre productivité et knowledge management fait tout son sens parce que je me sens productif aussi si je trouve bien l'information, si je documente bien mes pratiques, si je les mets bien à jour et qu'elles soient aussi utiles à mes voisins. Et donc, c'est aussi ça le nerf de la guerre là-dessus, c'est vraiment de se dire,
il faut que des procédures et des, euh, des gestions documentaires internes soient bien structurées pour que ensuite finalement la productivité se fasse de manière naturelle et qu'on n'ait pas à chercher à droite et à gauche, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai lien entre les deux. Oui, oui, oui. J'entends par rapport à l'organisation, comme tu dis, et puis aussi, tu viens de le dire, par rapport au ressenti. Et c'est vrai que j'avais pas pensé au chronotype. Donc là, en fait, si tu peux nous en reparler. Alors moi, ce que j'ai en tête de chronotype, c'est l'ours, le dauphin, le lion, voilà. Et le loup. Est-ce que c'est ça? Et le loup, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, s'il te plaît? Oui, alors c'est un exercice, un questionnaire que vous pouvez faire en ligne pour déterminer justement à quel moment vous êtes du coup dans votre zone de productivité, donc je travaille bien avec moi-même, à quel moment vous êtes dans votre zone de créativité, donc je suis plutôt bonne sur des zones de brainstorming, d'ateliers collectifs, donc échange avec les autres ou réunion d'équipe, et les zones de tranquillité, c'est là où on fait justement des tâches moyennes, gestion des mails, où on n'a pas besoin de faire travailler trop le cerveau et du coup, ça fonctionne comme ça. Et dans la journée, on a ces trois zones-là. Et en fonction de l'animal que tu es, tes zones ne sont pas au même moment de la journée. Il y en a qui sont lève tôt, couche tôt, lève tard, couche tôt. Et du coup, en fonction de ça, certains vont être beaucoup plus productifs individuellement en fin de journée, alors que d'autres, ça va plutôt être le matin. Voilà, il y a différentes catégories de personnes là-dessus. Et c'est aussi important de le faire avec ses équipes. Parce que si on se rend compte que tout le monde est ours, bah, du coup, on peut adapter nos zones de réunion au même moment. Et à l'inverse, si c'est très hétéroclite, il faut essayer de trouver un moyen pour que ça puisse correspondre aussi à tout le monde. Et permet d'impliquer les équipes aussi. Oui, oui, oui. Et je l'entends au niveau énergie globale, mais aussi, oui, comme tu disais, au niveau du ressenti et et pas avoir l'impression d'avoir perdu du temps parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup de choses qui ont été mises en place malgré tout Oui, euh, en cours de route. Oui, oui, oui. Et donc, par rapport à ça, alors bien sûr, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, mais moi, j'ai en tête, dans mon précédent métier, on avait une GED, donc une gestion électronique des documents, si je me souviens bien ouais. de cet acronyme. Euh, Toi, tu vois la technologie évoluer et comment en fait ça se met en place dans les entreprises, dans les organisations. Oui, alors la notion de GED existe toujours. On parle moins du mot GED, enfin on en parle toujours dans le domaine de l'industrie plutôt, mais il y a toujours ce système de base de connaissances, de Mhm. gestion documentaire avec des systèmes de base de données, avec un fil d'Ariane, donc des dossiers sous dossiers. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils assez innovants, collaboratifs qui sont créés, notamment au sein de l'association Prono. On a aussi une brique outils avec des partenaires outils qui font du knowledge management pour là aussi avoir une veille, s'assurer que ça roule bien aussi et que en fonction de mes besoins dans ma société, mes enjeux, je puisse avoir le bon outil. Je pense notamment à Notion, à Slide, à Outmind qui permet de gérer la recherche sur d'autres outils. Il y a beaucoup de nouvelles méthodes, plateformes pour gagner du temps là aussi, que ce soit sur la base documentaire ou sur la communication aussi interne. Il y a tout l'environnement Microsoft, il y a Slack, il y a Discord, il y en a beaucoup qui sont sur le paysage. En plus, avec la mise en place de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi. Et dans nos métiers, c'est vraiment la question de se dire comment est-ce qu'on apprend à travailler avec et non pas à l'encontre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles d'automatiser, de simplifier en termes de raccourcis, de recherche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, mais voilà, on est toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui arrivent et qui vont nous permettre de faire de grandes choses, tout en ayant bien sûr la surcouche humaine qui est indéniable sur la partie plutôt communauté, comment engager les gens dans ces pratiques, dans ces méthodes, comment faire adhérer, comment former les collaborateurs et collaboratrices. Mais les deux vont totalement ensemble ça promet, je pense, de grandes choses sur les années à venir. Oui, oui, oui. Et moi, ce que je vois, en fait, c'est que dans certaines organisations, c'est super bien organisé déjà. Oui, Et les gens savent où aller et il y a des bonnes pratiques de documentation, il y a ça. Et par contre, quand c'est pas encore mis en place, quand c'est une sorte de montagne un peu diffuse d'informations,
Euh, Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui en sont là? Alors, je vois dans des organisations qui se sont lancées peut-être un peu trop vite et dans ce cas-là, en fait, ça part un peu dans tous les sens, ou même des solopreneurs, ou même à titre individuel. Comment tu aides à y voir un peu plus clair chaque jour, en fait, à Ouais. avancer? Alors, je le vois un peu comme l'acquisition client. En fait, si tu fais le parallèle, tu vas commencer ton activité de solopreneur ou tu vas finalement être une entreprise qui va commencer à grandir, tu vas acquérir de premiers clients. Tu vas pas pouvoir répondre à tous tes clients au même moment. Et donc, tu vas devoir prioriser, structurer ton offre, faire du sur-mesure de temps en temps aussi. Et donc, comment est-ce que tu fais ça? Bah, en documentant. Tu vas potentiellement sous-traiter quelqu'un. Tu vas créer un département, deux, trois départements. Vous allez non plus être deux, mais 15. Et en fait, à partir du moment où tu as plus d'un client, il y a une structure que tu dois mettre en œuvre parce que c'est la personne qui va te ramener de l'argent. Donc, tu es obligé aussi de gérer ça. Pour la gestion documentaire, ça ne te rapporte pas d'argent, mais ça t'en fait gagner si tu gères bien ta structure documentaire. Et donc, je parle souvent de dette documentaire à partir du moment où tu as ton premier client à partir du moment où tu vas avoir ta première équipe, chacune va documenter une pratique, une méthode, mettre un historique dans un drive, donner des informations sur un salon. Et en fait, il va falloir poser un cadre aussi là-dessus parce que si chacun fait un peu à sa sauce dès le début, en fait, on va revenir en arrière. Et donc, on a cette dette documentaire qu'on va devoir rattraper en interviewant les gens, déterminant les pratiques. Ok, mais toi, tu as besoin de quel outil? Comment est-ce que tu agis aujourd'hui? Montre-moi comment est-ce que tu le fais sur tes documents, à quelle fréquence tu mets à jour. Et si tout le monde n'a pas une base fiable, structurée dès le début, en fait, on va rattraper le temps qui n'a pas été pris à ce moment-là. Ce qui n'est pas grave. C'est sain de se poser les questions et ensuite repartir sur une bonne base. Mais je milite presque pour que ce soit fait du coup au début parce que le sujet de knowledge management, il arrive souvent quand c'est un peu le feu et on trouve plus l'info et c'est vraiment compliqué, on n'y arrive pas, on sait plus où chercher et puis on abandonne presque en fait. Et donc si on le prend à la racine dès le début et qu'on utilise notre structure documentaire en fonction de nos zones, qu'on priorise avec par exemple la matrice Eisenhower, que on répond à nos mails intelligemment peut-être 3 fois par jour et non pas dès que quelqu'un te renvoie un mail, s'autoriser des moments sans notification. Voilà, c'est des routines, des astuces, des méthodes avec ce petit temps de documentation qui fait que globalement, tu te sens productif aussi parce que c'est cadré et c'est bien structuré. Mm. Donc, ça signifierait que, en fait, dès que tu fais une tâche, tu l'intellectualises également pour voir son impact et pour voir comment tu le fais et pour voir si un jour tu as besoin de le déléguer, comment la structures, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a 70% des savoirs de la société qui est dans la tête des gens. Mm. Et donc, si demain, bah, finalement, tu as un souci de santé, t'es pas là pendant 5 mois et du coup, c'est brutal, bah, en fait, les 70% que tu as dans la tête, c'est peut-être 3 personnes en interne qui vont devoir se remettre sur les procédures, essayer de chercher une doc qui est peut-être même inexistante, mais comme on ne sait pas, bon, bah, du coup, on rattrape ça. Donc, c'est important là aussi d'avoir une certaine transparence, communication, on va en parler, mais aussi cette base un peu documentaire de se dire, OK, bon, bah, j'ai le réflexe de gérer mes procédures, que ce soit rangé, qu'on ait le minimum d'informations. Tant pis, si c'est point 1, point 2, point 3, on n'a pas besoin que ce soit des gros paragraphes, mais le fait de pouvoir bien structurer l'information pour ne pas avoir à avoir des situations un peu difficiles au moment où on peut avoir des cas de figure liés à la santé ou liés à une restructuration complète d'entreprise sur un timing serré. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut bien l'avoir en tête, sinon bah, on accumule de la dette. Mm. Et donc, oui, en imaginant qu'on commence à gérer les informations au fur et à mesure, euh, je parlais tout à l'heure de bonnes pratiques de documentation, donc ça en fait partie, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est communication qui joue autour de ça. Et quel conseil tu as par rapport à ça? Oui, alors la communication, elle est
essentiel parce que c'est ce que je te disais sur la partie même gestion des communautés. L'idée, c'est d'embarquer les gens. Et Mhm. la gestion documentaire, globalement, c'est pas dans les fiches de poste. Et donc, il faut allouer une partie du temps qui n'est pas quand même vendu comme ça initialement sur les pratiques et les méthodes. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir un top management quand on est dans une entreprise qui est impliquée, qui est vraiment sponsor de la démarche. Et quand on est tout seul, c'est un peu une rigueur qu'il faut qu'on se mette en place parce que bah, on va échanger avec des clients, avec peut-être des prospects, on va collaborer, co-construire des choses avec des personnes. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir une communication fluide, claire, simple, être le plus transparent possible sur les procédures. On n'a pas besoin de donner tous les éléments, mais rester en surface avec le b.a.-ba des informations sur bah, les projets, sur les temps forts, sur l'événementiel. Il faut se créer des habitudes. Donc, se dire, bon, bah, tous les mois, on se fait la petite demi-heure de nettoyage entre équipes. Ça peut même être quelque chose de rigolo, finalement, de pouvoir se faire un petit challenge, gagner une boîte de chocolat ou une bouteille de champagne, de vin pour la personne qui aura le plus nettoyé et qui aura mis le moins de temps à le faire. Parce que finalement, si tu le fais tous les mois, bon, bah, après, tu n'as plus grand-chose à nettoyer et ça roule. Voilà, l'idée, c'est de, peu importe le nouveau niveau hiérarchique, que tout le monde se sente impliqué dans l'action avec une communication claire aussi sur le synchrone et asynchrone. Donc le synchrone, ça va être là, toi et moi, on est en Mhm. direct et on échange sur une réunion. L'asynchrone, ça va être les messages par mail, ce que tu reçois dans Teams, dans Slack. Et donc bah, là aussi, il y a des peut-être méthodes, astuces. Plutôt qu'écrire un gros paragraphe, tu peux mettre contexte, deux points, détail, deux points, enjeu, deux points, délai, urgence. Et ça permet là aussi d'avoir des informations euh, clés. Par exemple, j'avais mis en place dans une des dernières sociétés avec lesquelles j'ai travaillé la pastille. Avant chaque message sur Teams, par exemple, il y a une pastille rouge, orange ou verte qui permet de déterminer le degré d'urgence et d'importance du message que je t'envoie. Donc, si j'envoie un message avec la pastille rouge juste avant le Salut Catherine, je sais que c'est un message, moi, en tant que manager, qu'il va falloir que je vois rapidement parce que Catherine a besoin de moi, parce que c'est une pastille rouge. Et donc, on détermine un tableau. Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que Catherine m'envoie la pastille verte en me disant Salut Alexia. Bon, bah, je sais que c'est pas pressé. Si jamais je suis vraiment dans l'urgence cette semaine, je le verrai soit ce soir, soit demain. Pas de problème. Voilà, c'est des petites méthodes, parfois des petites astuces qui permettent de cadrer un peu ces moyens de communication et ne plus avoir à se poser de questions. Oui, 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 oui. Et là, je le vois, enfin, j'entends par rapport au top management qui implique ensuite toutes les couches. Et comment ça marche? Par exemple, bah, dans mon ancienne structure, on était sur Nancy, on était aussi au Canada et puis en Allemagne. Et quels sont tes conseils en fait quand tu as des équipes à distance? Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup hein, qui sont dispersés géographiquement. En fait, même en tant que solopreneur, tu n'es pas toujours chez le client. Donc, c'est des choses qui, quand même, existent depuis un petit moment. Tu as eu des entreprises qui se sont développées à l'international. Quand j'étais chez Payfit, on était répartis sur 5 pays. Voilà, c'est des choses qui ont un peu été chamboulées au moment du Covid, mais qui n'ont jamais été véritablement inexistantes. Il y a toujours eu ces moments de synchronisation, de besoin entre les différents pays, les différentes structures. En fait, c'est là aussi, ça vient du top management ou de soi si on est solopreneur, de se dire, bon, bah, dans ma culture d'entreprise, de ce que j'ai envie, ma vocation, mes moyens de communication, à quel moment est-ce que c'est impactant? J'ai de la valeur ajoutée à faire de la culture plutôt orale et donc transmettre des messages parce qu'il y a besoin de ce lien humain, voilà, il y a besoin de cette empathie, cette bienveillance qu'on a envers les autres, que ce soit des clients ou des collègues. Et à quel moment j'ai pas forcément cette... J'aime bien travailler, parler de HVA, haute valeur ajoutée, et donc je peux travailler sur une culture de l'écrite. Bon, bah, en fait, on mesure à travers, si on prend un projet, bon, bah, quelles sont les actions qui sont nécessaires oralement et quelles sont les actions qui le sont peut-être un peu moins. Récap projet, détail, suivi de ma trésorerie, de ma comptabilité. Bon,
peut-être que j'ai pas besoin d'appeler mon comptable toutes les semaines en réalité, et donc je peux me faire aussi moi mon tableau, et puis on échange parfois par mail. Ça peut aussi être un moyen de gagner du temps. Il faut partir sur une culture de l'écrit qui n'est pas majoritaire, mais qui est un petit peu plus présente à chaque fois, sur ses méthodes, ses pratiques. Encore une fois, on écrit intelligemment, on écrit des informations claires de manière à ce que ce soit duplicable, en fait. Mhm. Quand on a 5 procédures, bon, bah, on a la même page avec les procédures où on met à jour, peut-être avec un système de couleurs. Mais là aussi, pour soi et demain, potentiellement pour un collègue, si je ne suis pas là, il faut qu'il puisse rapidement, à l'œil, comprendre bah, le titre du projet, chapitre 1, petit A, petit 2. C'est comme globalement une dissertation. Il y a une certaine structure rigueur. Quand c'est une procédure, bah, il y a une certaine structure rigueur aussi à appliquer, avec peut-être même des émoticônes, des choses un peu rigolotes, des couleurs, etc. Mais pour adapter à l'œil et que ce soit qu'on transmette tout autant les messages, mais que ce soit plus, euh, plus intelligent en termes de structure d'info et qu'on ne perd pas trop de temps. Mhm. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses en fait de transmettre les infos en parallèle d'une procédure par exemple une mini vidéo avec, tu sais, un enregistrement d'écran? Ça se fait possible ou... Ça se fait de plus en plus. Je pense notamment à l'outil Loom, Loom, qui permet en gratuit de faire jusqu'à 25 vidéos limitées à 5 minutes. C'est un super moyen de communication, je trouve, la vidéo, parce que ça permet sur de la mise à jour de projet, sur un récap hebdomadaire entre équipes, en fait, juste de se faire un topo en direct, partager son écran et dire, bon, bah, regardez là où est-ce que j'en suis. J'avais une question sur cette présentation-là. Est-ce que juste euh, Emmanuel, tu peux pas revenir vers moi, tac, je le ping en commentaire, comme ça lui il a le contexte, il est sur la présentation, il voit ma vidéo, il comprend mes enjeux, et tac, on répond en vidéo, et en fait c'est très pratique aussi, plutôt que parfois être 45 minutes où chacun déroule 10 minutes de ses projets pour lesquels moi j'ai besoin d'écouter que 2 minutes sur chaque personne. Bon Mhm. bah la partie vidéo, c'est pour la personne, ça dure 2 minutes, et puis on se fait des ping-pong comme ça et c'est aussi très efficace. J'aime beaucoup le format vidéo pour ma part. Oui, je pense que ça permet de réduire le temps qu'on passe en réunion, comme tu dis. Oui, Et voilà. Et j'ai lu hier, alors je sais plus si c'était sur LinkedIn, en fait, un rapport de stage d'un élève de troisième, et à la fin du rapport de stage, il mettait une définition et c'était meeting. C'est comme une réunion où on prend aucune décision. oui, alors ça c'est un sujet aussi. Définir ce Voilà, qu'est une décision. voilà. C'est Ça dépend des cultures d'entreprise, là aussi. Mais par exemple, chez Payfit, on avait décidé, c'est comme Alan, la mutuelle salariée, qui dit effectivement, on n'a pas du tout de réunion, nous. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que une réunion, euh, chez eux, c'est un moment où on prend une décision. Et donc, toutes les décisions, du coup, sont écrites. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présentation ou de communication descendante en disant, bon, bah, en tant que manager, je vous transmets juste cette info. Ça vient de remonter de la part de notre directeur général. Il faut absolument que d'ici vendredi, il y ait ça qui soit mis en place. Bon, bah, du coup, ça, c'est un moment synchrone qui n'est peut-être pas une réunion de prise de décision, mais ça peut être une autre typologie de réunion. Donc là aussi, c'est important de comprendre véritablement, pour moi ou pour la société dans laquelle je suis, qu'est-ce que c'est une réunion? Qu'est-ce qu'on attend d'une réunion? Mhm. Oui, oui. Et ça vient avec tout ce dont tu parlais au niveau communication, au niveau, voilà, qui vient en fait de la direction et ensuite de la façon dont on veut mettre en place, même si en fait les idées peuvent venir de l'équipe, mais je veux dire, c'est de la cross-fertilisation, comme on disait dans mon ancienne boîte. Donc, oui, 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 j'entends. Et donc, par rapport à tout ça, donc là, on met en place, enfin, on a une montagne, on met en place progressivement, on met en place des bonnes pratiques, des habitudes, on communique, et ensuite, comment on continue de mettre en place les choses? Alors, j'entends formation continue, j'entends développement de compétences. euh, voilà, comment ça se met en place ensuite pour rester toujours compétitif en fait. Oui, alors bon, il y a effectivement la partie institution scolaire qui reste, quoi qu'il arrive, toujours importante et intéressante.
Il y a beaucoup de formations qu'on peut faire aussi maintenant en parallèle de nos activités professionnelles, qui peuvent être prises en charge ou non par les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se mettent en place. Et moi, j'aime beaucoup parler de l'expérience du terrain aussi comme formation continue et pour se développer soi-même. Il y a toute la partie effectivement valorisation des collaborateurs, collaboratrices, de se dire, bon, bah, tu as une compétence, tu as une expertise, tu peux en faire profiter les autres. Et donc, avant de partir même sur des formations externes compliquées, longues, etc., bah, juste une petite conférence, un format déjeuner où tu partages ton expérience, tes expertises, tes ressources, bah, c'est une partie un peu d'apprentissage continu. Euh, il y a aussi des étapes. Peut-être que on fait un déjeuner dans 3 mois et puis 6 mois après, on revoit et puis on itère, on échange, on partage. C'était vraiment l'objectif au sein du club Prono aussi de partir de ce constat-là. Quand j'ai démarré en mobilité interne, j'étais d'abord commerciale relations clients. Je suis partie dans le knowledge management chez Payfit en création de poste, mais je m'étais pas formée. Et j'ai fait partie de l'expérience du terrain, c'est-à-dire je rentre dans le job et puis on me dit, bon, bah voilà, il va falloir faire ça, ça, ça. On te laisse faire ta feuille de route. Bon, bah, je suis allée sur LinkedIn, taper Knowledge Manager, pour trouver des homologues externes. Et qui de mieux finalement que des personnes qui font le même métier que toi pour t'apprendre le b.a-ba, le début. Et en fait, toutes ces personnes que j'ai interrogées, elles étaient à peu près 25. Bah, elles avaient toutes les mêmes enjeux que moi, donc du coup j'étais rassurée et je comprenais un peu la méthode, les pratiques, mais personne ne se connaissait. Quand je disais, bon, bah, j'ai échangé avec Pierre, avec Paul, en fait, me disait, ah d'accord, bah, je ne connais pas. Et donc, en fait, tout le monde me disait la même chose, donc tout le monde a perdu ce temps, entre guillemets, à me dire, bah, moi j'ai ces enjeux-là, j'ai du mal à chercher de l'info, on a du mal à trouver de la donnée. Mais en fait, si on se réunissait tous autour de la table, une personne l'aurait dit et tout le monde aurait levé la main en disant oui, moi aussi. Et donc, c'est comme ça qu'est né le club Prono. Et donc, se dire, bon, bah, j'ai fait quelques manifestations physiques, virtuelles, avec toutes ces personnes que j'ai interrogées. Et puis, peu à peu, ça a grandi. Et aujourd'hui, on est 100 personnes à se dire qu'on a globalement les mêmes enjeux, mais on n'a pas les mêmes compétences. On n'est pas dans les mêmes structures, industrie, start-up, scale-up, association, freelance. Et donc, bah, on s'enrichit, on partage en fonction des pratiques, des méthodes, des astuces, des outils que les uns et les autres utilisent. Et donc, en moyenne, effectivement, 2 fois par mois, on se retrouve soit sur un format table ronde sur une thématique globale, soit sur la gestion d'un outil, soit sur de l'informel aussi, soit une visite d'entreprise, voilà, quelque chose de euh, un peu pour être dans le partage, l'enrichissement et surtout la co-construction. Et c'est comme ça aussi que bah, c'est un peu vraiment, pour le coup, je le dis souvent, que c'est ma formation continue parce que ça me permet de rester aussi à la page en fonction bah, des experts qui sont là depuis longtemps, mais aussi des nouvelles personnes qui arrivent. Parce que du coup, c'est un renouvellement continu, quoi. Oui, oui, beaucoup d'échanges pour en fait s'enrichir les uns des autres. Oui, oui, oui. Et c'est comment? Ces réunions, c'est uniquement en présentiel? Parce que Non, on souvent, en fait, il fait... y a des photos que tu partages sur LinkedIn où on vous voit tous ensemble. Mais Ouais. On fait majoritairement de la visio quand même, parce que on a allez, 50% qui est proche Paris, 50% qui n'est pas à Paris. Moi-même, je suis entre Paris et du coup la Picardie. mhm. Euh, on va dire que on essaye entre une fois par mois et une fois tous les 2 mois de faire un événement physique. On a réussi à le faire à Paris pour l'instant et une fois à Lyon. On fait d'ailleurs un déplacement la semaine prochaine, le 11 et 12 avril, à Lyon. Voilà, pour l'instant, on est plutôt sur ces grandes villes-là, mais on fait en général ce que tu vois, c'est on a fait notre première visite d'entreprise le 20 mars dernier chez Job Teaser avec un de nos membres et on fait tous les trimestres un déjeuner tous ensemble. Et donc, on a réussi à en faire là aussi un à Paris, enfin plusieurs à Paris et un à Lyon. Mais voilà, on essaye d'allier convivialité physique quand on le peut avec la visio. Et on a 2 fois par an un gros événement physique qui est du déjeuner au dîner. Donc justement, les personnes qui sont autres que Paris peuvent venir et capitaliser sur toute une demi-journée pour être avec nous, avec un peu de moments d'introduction, facilitation au déjeuner, groupe d'échange de travail toute l'après-midi. Et le soir, moment convivial là aussi, et ouverture aux personnes externes pour montrer un peu notre dynamique, ce qu'on fait, quels ont été les apprentissages de l'après-midi, et ressortir avec bah, là aussi des, des nouvelles compétences et des nouvelles clés à institutionnaliser dans les entreprises dans lesquelles on est ou pour des futurs clients. Donc voilà, on fait un peu le mix comme ça.
D'accord, d'accord, d'accord. Et donc là, oui, ce point-là est important. En fait, je trouve que c'est une super bonne idée par rapport comment, voilà, au côté que vous avez créé, par rapport à tout ce qui est formation continue et donc pour permettre d'être toujours à la pointe, mais c'est pas une exigence, c'est simplement pour mieux vivre son quotidien dans l'entreprise. Et j'entends également que tout ce qui est gestion de la connaissance, productivité, on l'a dit, au départ, c'est par rapport au ressenti qu'on peut avoir. Le fait de gagner en productivité euh, peut non seulement en fait donner un ressenti, mais également toucher notre bien-être euh, qu'on a au travail. Et, euh, et donc, comment en fait cette gestion des connaissances peut être également un plus pour créer un environnement de travail encore plus sain et plus un terreau plus fertile. Alors oui, effectivement, en fait, il faut que dans son bien-être, il faut du coup éviter un peu tout ce qui est zone de frustration. Et donc, éviter les zones de frustration, bah, c'est aussi prendre soin des collaborateurs avec peut-être des bons outils, des choses qui soient fiables, structurées, bien formées, qu'on puisse là aussi valoriser les collaborateurs, mais les uns et les autres ne savent peut-être pas forcément bien documenter. Comment est-ce que on écrit bien une documentation qui est traduite pour tout le monde? Parce qu'une personne qui est dev va peut-être pas avoir le même discours qu'une personne qui travaille dans le marketing. Et donc, bah voilà, comment est-ce qu'on peut bien accompagner? C'est aussi ça le rôle du knowledge manager, c'est un peu prendre soin de la personne, c'est écouter ses enjeux, ses besoins, pour le traduire au sein de l'équipe, au sein de l'organisation générale et donc assurer une cohérence dans tout ça. Donc ça passe effectivement par l'outil, ça passe par l'engagement des collaborateurs, ça passe par de la communication et des temps synchrones et asynchrones dédiés, ça passe par un niveau de responsabilité et de rôle qui soit très clair, et du coup dit, bon bah toi, voilà, sur la structure documentaire de ce gros projet, bah toi tu vas être impliqué sur cette partie-là et cette partie-là, et je serai là pour t'épauler aussi là-dessus. Faut être faut bien enrober aussi et s'assurer que qu'on est derrière la personne aussi. Le côté accessibilité de l'information aussi, que ce soit cohérent et qu'on ait justement une bonne visibilité aussi. On parle de valorisation, mais connaître qui est l'expert de quoi, en fait. C'est pas toujours très facile dans l'organisation. D'autant plus quand ça grandit vite et qu'il y a plein de nouveaux collaborateurs, collaboratrices. Tu vois pas toujours tous les départs, des personnes arrivent qui prennent le relais. Et donc, avoir un tableau des expertises aussi des uns et des autres. En cas de besoin, merci de contacter X. Bon, bah, c'est des choses qui parfois sont toutes bêtes, mais qui permettent bah, de se sentir valorisé, donc d'être bien, de ne pas être frustré par l'idée de demander à quatre collègues plus mon manager qui est voilà, finalement la personne référente. Voilà, c'est un peu le mélange de tout cet écosystème outillage humain et accessibilité qui fait que globalement on se sent bien Et puis bien sûr la culture, tout l'annexe finalement, l'événementiel, la communication, la partie un peu jeu qu'on disait tout à l'heure, où on peut créer des histoires rigolotes, bon, bah, c'est ça qui fait que globalement les employés se sentent bien. Et, et là, concrètement, est-ce que tu aurais des exemples de réussite à nous partager? Ça, c'est bien. Ouais, alors notamment là dans mes derniers clients et ce que j'avais mis en place chez Payfit, c'est des notions d'intranet. Aujourd'hui, on a souvent des outils qui font tout, qui sont hyper collaboratifs, hyper sexy, on peut faire plein de choses dedans et c'est très bien. Mais l'information est d'autant plus diluée parce que comme on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas facile de pouvoir trouver l'information institutionnelle. Juste le b.a.-ba, qui n'est pas la documentation qu'on a besoin de mettre à jour tout le temps, mais qu'on a besoin d'avoir accessible au moment d'arrivée de collaborateurs. Voilà, c'est des choses qui, par défaut, sont des choses qu'il faut avoir de manière accessible, fiable, au bon endroit, sans avoir à passer trop de temps. Parce que la doc institutionnelle, on n'est pas censé la chercher partout. Et donc, là, sur
les différentes structures avec qui j'ai pu collaborer, c'était que sur la mise en place de l'intranet pour l'instant, aussi de la structuration de gestion de projet. J'ai toute une méthode pour gérer le pas à pas et uniformiser la gestion de projet, parce que là aussi c'est un enjeu. Tout le monde gère des projets de manière un peu individualiste, mine de rien, et donc comment est-ce qu'on peut uniformiser ça? Mais en fait, ce qui est important, c'est une fois qu'on a mis en place des gros projets comme ça, c'est de travailler aussi bien sur le quali que le quanti. Le quali, c'est interviewer des gens sur, bon, bah, est-ce que tu trouves mieux l'information maintenant? Est-ce que tu perds moins de temps? Est-ce que tu sais qui sont les référents? Voilà, donc ça, c'est globalement un peu la partie interview verbatim, avec justement un contrôle de la donnée sur euh, les, euh, les pages vues, sur les sollicitations qui sont moins récurrentes, sur le temps gagné, sur le nombre de vidéos, enfin de personnes qui ont visionné la vidéo récap. Voilà, il faut un bon mix pour avoir des exemples de réussite pour s'assurer effectivement que ça a bien marché et en parallèle s'assurer aussi que d'autres équipes le voient et que ce soit du coup un peu l'histoire à succès en disant ah bah ça a hyper bien marché dans le marketing, bon bah allez faisons-le nous aussi parce qu'on voit qu'ils ont gagné du temps, les personnes sont contentes, elles se sentent bien. Bon, bah allez, on se lance sur ce projet-là. Et du coup, ça permet de plus facilement aussi dupliquer les potentiels projets en interne. Oui, oui, oui. Ça donne envie de mettre ça en place partout. Exactement. Oui. Ouais. Et, euh, et donc, par rapport à des professionnels qui cherchent à intégrer, voilà, vraiment les meilleures pratiques de gestion de connaissances, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Alors, ça dépend bien sûr de la culture d'entreprise, des méthodes, des pratiques, des enjeux. J'aime bien parler de la règle des 5 P. Pourquoi? Parce qu'en général, je suis avec un client et qu'on a le brief initial de ses besoins, si on creuse un peu et qu'on lui dit 5 fois pourquoi est-ce que tu veux le mettre en place, c'est pas tout à fait le besoin initial. Et donc, il y a vraiment cette phase un peu d'audit, de structure, de connaître les gens et leurs besoins, leurs envies pour que ce soit cohérent avec les besoins de l'organisation. Mais donc, il y a vraiment cette phase un peu d'analyse pour creuser auprès de ça. Et ensuite, je dirais que c'est important aussi de prendre ce temps de formation. Là, j'en donne pas mal en ce moment sur la productivité pour prendre un pas de recul aussi, réfléchir à la stratégie. Effectivement, il y a mon opérationnel, il y a l'opérationnel que j'ai avec mes équipes, mais il y a ma stratégie de solopreneur ou avec mes équipes. Et c'est important aussi de pouvoir prendre ce recul pour là aussi en gagner après et s'assurer que toute l'équipe est bien embarquée sur ces enjeux-là. Donc, il y a cette notion qui est, euh, qui est importante et il faut avoir cette vision long terme. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, des procédures, des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens de communication, il faut les challenger pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et donc, ma recommandation, c'est que tous les 3 mois, je me pose et j'analyse effectivement ce que j'ai mis en place sur janvier-mars. Est-ce qu'en avril, j'en suis contente? Ou est-ce que je peux aller plus loin? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses que je veux arrêter? Et donc, pareil, avril-mai, est-ce qu'en juin, je suis bien? C'est vraiment des choses qu'il faut voir sur le long terme parce que bon, bah, on va faire la formation avec moi, ça va être top, je vais avoir appris des choses. Mais dans 3 mois, qu'est-ce que tu as mis en place, justement? Est-ce que tu n'as pas oublié? Remets-toi un peu la tête dedans et là aussi, ritualise de manière à pouvoir s'assurer que ça va dans le bon sens. Et puis enfin, je leur dirais de rejoindre le club prono aussi, parce que c'est des sujets qu'on voit nous aussi. Donc, parfois, la solitude du solopreneur, parfois le fait d'avoir la tête dedans et d'avoir du mal à se mettre dans l'opérationnel tout le temps bah, c'est bien aussi parfois d'avoir des personnes qui te disent on n'est pas seul. Et en fait, je t'ai bloqué sur ce projet-là, mais en fait, moi, je l'ai eu il y a 6 mois et je vais te dire comment je l'ai mis en place et tu vas gagner du temps. Donc voilà ce que je conseillerais. Mhm. Oui, je l'entends, je l'entends. Donc oui, là, tu nous as donné des conseils et pour les solopreneurs et pour les organisations. Et les personnes qui nous écoutent aussi peuvent être également en recherche d'emploi. Et quand on est en recherche d'emploi, ce qu'on voit sur Internet, en fait, j'avais moi entendu ce mot-là et je trouve que c'est vraiment pertinent, c'est l'infobésité. Voilà, il Oui. y en a partout. Qu'est-ce qu'on fait pas? Euh, comment
il y a la partie déjà, oui, le do et don't, mais il y a aussi la partie accès aux offres d'emploi. Enfin, c'est énorme quand même tout ce qu'il faut balayer. Et Ouais. qu'est-ce que tu aurais en fait comme conseil pour une meilleure organisation, pour être plus efficace en fait? Alors, c'est génial que tu parles de l'infobésité parce que, notamment au sein du Club Prono, on est partenaire avec, je ne sais pas si tu connais, l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. Ça a été Pas du tout. créé il y a un an, donc c'est OICN. Vous pourrez regarder D'accord. sur Internet. Et en fait, il y a un référentiel annuel qui est publié sur l'impact de, justement, sociaux, organisationnels, environnementaux de la surcharge numérique. Et donc, il y a pas mal de travaux qu'on fait avec eux pour s'assurer que justement ces notions se réduisent et qu'on puisse travailler sur la qualité plutôt que la quantité de l'information. Donc ça, au sein du Club Prono, on est partenaire avec eux, donc ça nous donne pas mal d'éléments aussi de contexte pour pouvoir enrichir là-dessus. Et pour la personne qui est en recherche d'emploi, c'est vrai que bon, on a de l'information un peu partout. Une casquette que je ne t'ai pas mentionnée, c'est que je suis aussi du coup DRH dans un collectif de freelance RH ou freelance ou acteur actrice RH parce qu'on a quelques salariés qui aident justement les personnes à être placées sur des missions. En général, c'est plutôt des missions de freelance effectivement, mais ça peut aussi le faire sur du salariat. Et donc, on a mis en place sur Notion des templates, un peu notes justement de suivi, mes candidatures en cours, les différentes étapes. Et donc, ça permet là aussi parfois de se faire juste un tableau de bord, qui est quelque chose qu'on peut faire aussi sur Excel. Là, c'est automatisé, il y a plein de choses qui sont corrélées les unes avec les autres. Mais imposez-vous là aussi ce temps pris à cadrer vos informations pour avoir une seule source de confiance, un seul endroit, et pouvoir là aussi, à l'œil, peut-être avec des notions là aussi de couleurs, d'émoticônes, pouvoir simplement voir bah, où est-ce que j'en suis, les phases de recherche, mes entreprises top, cibles, celles pour lesquelles j'ai encore ma lettre de motivation à ajuster, celles pour lesquelles je suis en deuxième phase d'entretien, celles pour lesquelles je suis en étude de cas. Voilà, c'est des structures, des étapes aussi à avoir avec mes templates, mon suivi, mes documents, et ça permet bah, là aussi d'avoir en tout cas un peu la photographie à l'instant T de où j'en suis. Et, oui. Et donc là, en fait, par rapport à ceux qui débutent vraiment, alors je parle des chercheurs d'emploi, mais également d'autres personnes, quelles seraient les premières étapes à suivre pour intégrer ces pratiques? Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément. Alors, il y a des briques scolaires dans des masters, dans des universités sur la gestion des connaissances, sur l'ingénierie des connaissances, qu'on appelle en général dans le domaine scolaire. Il y a une formation aussi qui est faite par le CNAM, qui est une fois par an, qui dure 6 semaines sur justement un peu les bases du knowledge management, plutôt sur le secteur de l'industrie, mais qui se développe aussi sur les autres axes. Et on est en train de travailler notamment au sein du Club Prono pour, dès la rentrée, donc dès septembre, intégrer des modules de formation sur le knowledge management, sur le b.a.-ba du knowledge management. Qu'est-ce que c'est que la productivité? Quels sont les liens? Comment est-ce qu'on peut le traduire? Et donc, on s'appuie de tous nos experts qui sont de diverses industries, sociétés au sein du Club Prono et de nos expériences du terrain aussi pour faire une formation hyper intuitive avec un temps dédié en plus avec nous si la personne a envie de creuser, elle a envie qu'on audite avec elle l'entreprise. Mais voilà, ça permettra au moins de connaître un peu le b.a.-ba du knowledge management et comment se lancer ou en tout cas comment bien appréhender ces sujets-là, que j'ai un temps dédié sur cette mission-là ou que ce soit mon métier à temps plein. Bah, écoute, parfait. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont appris autant de choses que moi. Merci beaucoup en tout cas, Alexia. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment?
Alors, si des personnes souhaitent me contacter, je suis assez réactive sur LinkedIn, donc elles peuvent tout à fait me suivre et me contacter. Sinon, mon adresse mail, je te la donnerai pour que tu puisses là aussi l'inscrire sur la vidéo, mais vous pouvez tout Mhm. à fait rentrer en contact avec moi, soit par LinkedIn, soit par mail. J'aurai plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup. J'ai été ravie de te revoir, Catherine, et de passer ce moment ensemble. Et puis, bah, on se dit peut-être rendez-vous dans un an, ça aura encore évolué. Mais bien sûr, volontiers. À très bientôt, Alexia. À très Merci bientôt. beaucoup pour Merci tous ces encore. partages. Au Avec- revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.